François Sorel, le fils de l'instituteur du village de Sainte-Agathe, près de Vierzon, s'est lié d'amitié avec Augustin Maulne, mis en pension dans sa famille. François a 15 ans, Augustin 17. Augustin a disparu pendant 3 jours. François nous raconte l'aventure vécue par son camarade qui s'est perdu dans la campagne. Dès le petit jour, Maulne se reprit à marcher. L'endroit où il se trouvait était d'ailleurs le plus désolé de la Sologne. Pas un toit, pas une âme, pas même le cri d'un courlis dans les roseaux des marais. Et sur cette solitude parfaite brillait un soleil de décembre, clair et glacial. Il pouvait être 3 heures de l'après-midi lorsqu'il aperçut enfin au-dessus d'un bois de sapin la flèche d'une tourelle grise. Au coin du bois débouchait entre 2 poteaux blancs une allée où Maulne s'engagea. Il y fit quelques pas et s'arrêta, plein de surprise, troublé d'une émotion inexplicable. Il marchait pourtant du même pas fatigué, le vent glacé lui gerçait les lèvres, le suffoquait par instants, et pourtant, un contentement extraordinaire le soulevait, une tranquillité parfaite et presque enivrante, la certitude que son but était atteint et qu'il n'y avait plus maintenant que du bonheur à espérer. Avançant jusqu'au premier détour, il entendit un bruit de voix qui s'approchait. Il se jeta de côté dans les jeunes sapins touffus, s'accroupit et écouta, en retenant son souffle. Une troupe d'enfants passa tout près de lui. « Si la glace est fondue, dit une fillette, demain matin nous irons en bateau. Mais nous le permettra-t-on ? Dit une autre. Mais vous savez bien que nous organisons la fête à notre guise. Et si Franz rentrait dès ce soir avec sa fiancée, eh bien, il ferait ce que nous voudrions. Il s'agit d'une noce, sans doute, se dit Augustin. Mais ce sont les enfants qui font la loi ici. Étrange domaine. Il continua son chemin à travers les sapins dans la direction du pigeonnier sans trop réfléchir à ce qu'il pourrait demander là-bas. Il fut bientôt arrêté à la lisière du bois par un petit mur moussu. De l'autre côté, entre le mur et les annexes du domaine, c'était une longue cour étroite, toute remplie de voitures, comme une cour d'auberge un jour de foire. Il y en avait de tous les genres et de toutes les formes, de fines petites voitures à 4 places, les brancards en l'air, des chars à bancs, des bourbonnaises démodées avec des galeries à moulures, et même de vieilles berlines dont les glaces étaient levées. Maulne, caché derrière les sapins de crainte qu'on ne l'aperçût, examinait le désordre du lieu, lorsqu'il avisa, de l'autre côté de la cour, juste au-dessus du siège d'un haut char à bancs, une fenêtre des annexes à demi ouverte. « Je vais entrer là, » se dit l'écolier. « Je dormirai dans le foin et je partirai au petit jour, sans avoir fait peur à ces belles petites filles. » Il franchit le mur péniblement à cause de son genou blessé, et passant d'une voiture sur l'autre, du siège d'un char à bancs sur le toit d'une berline, il arriva à la hauteur de la fenêtre qu'il poussa, sans bruit, comme une porte. Il se trouvait non pas dans un grenier à foin, mais dans une vaste pièce au plafond bas qui devait être une chambre à coucher. On distinguait dans la demi-obscurité du soir d'hiver que la table, la cheminée, et même les fauteuils étaient chargés de grands vases d'objets de prix, d'armes anciennes. Au fond de la pièce, des rideaux tombaient qui devaient cacher une alcôve. Par instants seulement, on entendait gémir le grand vent de décembre. Il lui sembla bientôt que le vent lui portait le son d'une musique perdue. C'était comme un souvenir plein de charme et de regret. Il se rappela le temps où sa mère, jeune encore, se mettait au piano l'après-midi dans le salon, et lui, sans rien dire, derrière la porte qui donnait sur le jardin, il l'écoutait jusqu'à la nuit. On dirait que quelqu'un joue du piano quelque part, pensa-t-il. Mais laissant sa question sans réponse, harassé de fatigue, il ne tarda pas à s'endormir. Il faisait nuit lorsqu'il s'éveilla. Transi de froid, il se tourna et retourna sur sa couche, fripant et roulant sous lui sa blouse noire. Une faible clarté glauque baignait les rideaux de l'alcôve. S'asseyant sur le lit, il glissa sa tête entre les rideaux. Quelqu'un avait ouvert la fenêtre et l'on avait attaché dans l'embrasure
2 lanternes vénitiennes vertes. Mais à peine Maule n'avait-il pu jeter un coup d'œil qu'il entendit sur le palier un bruit de pas étouffés et de conversation à voix basse. Il se rejeta dans l'alcôve et ses souliers ferrés firent sonner un des objets de bronze qu'il avait repoussé contre le mur. Un instant, très inquiet, il retint son souffle. Les pas se rapprochèrent et 2 ombres glissèrent dans la chambre. « Le vent a déjà éteint une des lanternes, va falloir la rallumer. » Maulne entendit craquer une allumette. Avec précaution, il regarda entre les rideaux. Celui qui commandait la manœuvre était un gros homme nu-tête, enfoncé dans un énorme paletot. Quant à l'autre, c'était le corps le plus lamentable qu'on puisse imaginer. Grand, maigre, grelottant, ses yeux glauques et louches, sa moustache retombant sur sa bouche édentée faisait songer à la face d'un noyer qui ruisselle sur une dalle. Il était en manche de chemise et ses dents claquaient. Il montrait, dans ses paroles et ses gestes, le mépris le plus parfait pour sa propre personne. « Monsieur l'endormi, » fit-il avec des révérences et des inflexions de voix gouailleuse, « vous n'avez plus qu'à vous éveiller, vous habiller en marquis, même si vous êtes un marmiteux comme je suis, et vous descendrez à la fête costumée, puisque c'est le bon plaisir de ces petits messieurs et de ces petites demoiselles. » Dès qu'ils eurent disparu, l'écolier sortit de sa cachette. Il avait les pieds glacés, les articulations raides, mais il était reposé. Et son genou paraissait guéri. En allant vers la cheminée, il faillit buter contre une pile de grands cartons et de petites boîtes. Il étendit le bras, alluma la bougie, puis souleva les couvercles et se pencha pour regarder. C'étaient des costumes de jeunes gens d'il y a longtemps, des redingotes à haut col de velours, de fins gilets très ouverts, d'interminables cravates blanches et des souliers vernis du début de ce siècle. Il n'osait rien toucher du bout du doigt, mais après s'être nettoyé, en frissonnant, il endossa sur sa blouse d'écolier un des grands manteaux dont il releva le collet plissé, remplaça ses souliers ferrés par de fins escarpins vernis et se prépara à descendre nu-tête. Il arriva sans rencontrer personne au bas d'un escalier de bois dans un recoin de cour obscure. La laine glacée de la nuit vint lui souffler au visage et soulever un pan de son manteau. Il fit quelques pas, et grâce à la vague clarté du ciel, il put se rendre compte aussitôt de la configuration des lieux. Il était dans une petite cour formée par des bâtiments des dépendances. Tout y paraissait vieux et ruiné. Et pourtant, toutes ces bâtisses avaient un mystérieux air de fête. Une sorte de reflet coloré flottait dans les chambres basses où l'on avait dû allumer aussi, du côté de la campagne, des lanternes. Il était là, dans son grand manteau, comme un chasseur à demi penché, prêtant l'oreille, lorsqu'un extraordinaire petit jeune homme sortit du bâtiment voisin qu'on aurait cru désert. Il avait un chapeau haut de forme très cintré qui brillait dans la nuit comme s'il eût été d'argent, un habit dont le col lui montait dans les cheveux, un gilet très ouvert, un pantalon à sous-pieds. Cet élégant, qui pouvait avoir 15 ans, marchait sur la pointe des pieds comme s'il eût été soulevé par des élastiques de son pantalon, mais avec une rapidité extraordinaire. Il salua Maulne au passage sans s'arrêter, profondément, automatiquement, et disparut dans l'obscurité vers le bâtiment central, ferme, château ou abbaye, dont la tourelle avait guidé l'écolier au début de l'après-midi. Après un instant d'hésitation, notre héros emboîta le pas au curieux petit personnage. Ils traversèrent une sorte de grande cour jardin, passèrent entre des massifs, contournèrent un vivier enclos de palissades, un puits, et se trouvèrent enfin au seuil de la demeure centrale. Une lourde porte de bois arrondie dans le haut et cloutée comme une porte de presbytère était à demi ouverte. L'élégant s'y engouffra. Maulne le suivit, et dès ses premiers pas dans le corridor, il se trouva sans voir personne, entouré de rires, de chants, d'appels et de poursuites. Il reste un moment ébloui et titubant dans ce corridor noir. Il craint maintenant d'être surpris. Son allure hésitante et gauche le ferait sans doute prendre pour un voleur. Il va s'en retourner délibérément vers la sortie lorsque, de nouveau, il entend dans le fond du corridor un bruit de pas
et des voix d'enfants. Ce sont deux petits garçons qui s'approchent en parlant. « Est-ce qu'on va bientôt dîner ?» leur demande Maulne avec aplomb. « Viens avec nous, » répond le plus grand. « On va t'y conduire. »« La connais-tu, toi ?» demande l'un des enfants. « Moi ?» fait le plus petit, qui a une tête ronde avec des yeux naïfs. « Maman m'a dit qu'elle avait une robe noire et une collerette et qu'elle ressemblait à un joli Pierrot. »« Qui donc ?» demande Maulne. « Eh bien, la fiancée que Franz est allé chercher. » Avant que le jeune homme ait rien pu dire, ils sont tous les trois arrivés à la porte d'une grande salle où flambe un beau feu. Des planches en guise de table ont été posées sur des tréteaux. On a étendu des nappes blanches et des gens de toutes sortes dînent avec cérémonie. Maulne, avec audace et sans s'émouvoir, enjamba un banc et se trouva assis auprès de deux vieilles paysannes. Il se mit aussitôt à manger avec un appétit féroce et c'est au bout d'un instant seulement qu'il leva la tête pour regarder les convives et les écouter. Cependant, auprès de Maulne, les deux vieilles femmes causaient. « En mettant tout pour le mieux, » disait la plus âgée d'une voix cocasse et suraiguë qu'elle cherchait vainement à adoucir. « Les fiancés ne seront pas là demain avant 3 heures. »« Mais tais-toi, tu me ferais mettre en colère, » répondait l'autre du ton le plus tranquille. « Mais comptons, » reprit la première sans s'émouvoir, « 1h30 de chemin de fer de Bourges à Vierzon et 7 lieues de voiture de Vierzon jusqu'ici. » La discussion continua. Maulne n'en perdait pas une parole. Grâce à cette paisible prise de bec, la situation s'éclaira faiblement. Franz de Galais, le fils du château, qui était étudiant ou marin ou peut-être aspirant de marine, on ne savait pas, était allé à Bourges pour y chercher une jeune fille et l'épouser. Chose étrange, ce garçon, qui devait être très jeune et très fantasque, réglait tout à sa guise dans le domaine. Il avait voulu que la maison où sa fiancée entrerait ressemblât à un palais de fête. Et pour célébrer la venue de la jeune fille, il avait invité lui-même ses enfants et ses vieilles gens débonnaires. Maulne intervint, dans l'espoir d'en apprendre davantage. « Est-elle aussi jolie qu'on le dit, la fiancée de Franz ?» Elles le regardèrent, interloquées. Personne d'autre que Franz n'avait vu la jeune fille. Lui-même, en revenant de Toulon, l'avait rencontrée un soir, désolé, dans un de ces jardins de Bourges qu'on appelle les Marais. Son père, un tisserand, l'avait chassée de chez lui. Elle était fort jolie et Franz avait décidé aussitôt de l'épouser. C'était une histoire étrange. Mais son père, Monsieur de Galais, et sa sœur, Yvonne, ne lui avaient-ils pas toujours tout accordé? Le repas était terminé. Chacun se levait. Dans les couloirs s'organisaient des rondes et des farandoles. Une musique quelque part jouait un pas de menuet. Maulne, la tête à demi cachée dans le collet de son manteau, comme dans une fraise, se sentait un autre personnage. Lui aussi, gagné par le plaisir, il se mit à poursuivre le grand Pierrot à travers les couloirs du domaine comme dans les coulisses d'un théâtre où la pantomime de la scène se fut partout répandue. Il se trouva ainsi mêlé jusqu'à la fin de la nuit à une foule joyeuse aux costumes extravagants. Parfois, il ouvrait une porte et se trouvait dans une chambre où l'on montrait la lanterne magique. Des enfants applaudissaient à grand bruit. Parfois, dans un coin de salon où l'on dansait, il engageait conversation avec quelques dandys. Il entra dans une pièce silencieuse, qui était une salle à manger éclairée par une lampe à suspension. Là aussi, c'était fête, mais fête pour les petits-enfants. Les uns, assis sur des poufs, feuilletaient des albums ouverts sur leurs genoux. D'autres étaient accroupis par terre devant une chaise, et gravement, ils faisaient sur le siège un étalage d'images. D'autres, auprès du feu, ne disaient rien, ne faisaient rien, mais ils écoutaient au loin dans l'immense demeure la rumeur de la fête. On entendait dans la pièce attenante jouer du piano. Maulne avança curieusement la tête. Une femme ou une jeune fille, un grand manteau marron jeté sur ses épaules, tournait le dos, jouant très doucement des airs de ronde ou de chansonnette. Sur le divan, tout à côté, 6 ou 7 petits garçons et petites filles rangés comme sur une image, sages comme le sont les enfants lorsqu'il se fait tard, écoutaient.
De temps en temps seulement, l'un d'eux, arc-bouté sur les poignets, se soulevait, glissait à terre et passait dans la salle à manger. Un de ceux qui avaient fini de regarder les images venait prendre sa place. Sans bruit, tandis que la jeune fille continuait à jouer, il retourna s'asseoir dans la salle à manger et, ouvrant un des gros livres rouges épars sur la table, il commença distraitement à lire. Presque aussitôt, un des petits qui était par terre s'approcha, se pendit à son bras et grimpa sur son genou pour regarder en même temps que lui. Un autre en fit autant de l'autre côté. Alors, ce fut un rêve, comme son rêve de jadis. Il put imaginer longuement qu'il était dans sa propre maison, marié, un beau soir, et que cet être charmant et inconnu qui jouait du piano près de lui, c'était sa femme. Le lendemain matin, Maulne fut près un des premiers. La cour était déserte encore lorsqu'il descendit, il fit quelques pas et se trouva comme transporté dans une journée de printemps. Il faisait du soleil comme au premier jour d'avril. Le givre fondait et l'herbe mouillée brillait comme humectée de rosée. Dans les arbres, plusieurs petits oiseaux chantaient et de temps à autre, une brise tiédie coulait sur le visage du promeneur. Maulne, pour la première fois, regardait en plein jour l'intérieur de la propriété. Les vestiges d'un mur séparaient le jardin délabré de la cour où l'on avait depuis peu versé du sable et passé le râteau. Un instant dans le jardin, Maulne se pencha sur la branlante barrière de bois qui entourait le vivier. Vers les bords, il restait un peu de glace mince et plissée comme une écume. Il s'aperçut lui-même, reflété dans l'eau comme incliné sur le ciel dans son costume d'étudiant romantique, et il crut voir un autre Maulne, non plus l'écolier qui s'était évadé dans une carriole de paysans, mais un être charmant et romanesque au milieu d'un beau livre de prix. Il se hâta vers le bâtiment principal car il avait faim. Dans la grande salle où il avait dîné la veille, une paysanne mettait le couvert. Il demanda seulement à quelle heure partirait le bateau pour la promenade matinale qu'on avait annoncée. « Oh, pas avant une demi-heure, monsieur, personne n'est descendu encore », fut la réponse. Il continua donc d'errer, en cherchant le lieu de l'embarcadère, autour de la longue maison châtelaine aux ailes inégales comme une église. Désœuvré, le promeneur erra un long moment sur la rive sablée comme un chemin de halage. Il examinait curieusement les grandes portes aux vitres poussiéreuses qui donnaient sur des pièces délabrées ou abandonnées, sur des débarras encombrés de brouettes, d'outils rouillés et de pots de fleurs brisées, lorsque soudain, à l'autre bout des bâtiments, il entendit des pas grincer sur le sable. C'étaient deux femmes, l'une très vieille et courbée, l'autre une jeune fille blonde élancée dont le charmant costume, après tous les déguisements de la veille, parut d'abord à Maulne extraordinaire. Cependant les deux femmes passaient près de lui et Maulne, immobile, regarda la jeune fille. Souvent, plus tard, lorsqu'il s'endormait après avoir désespérément essayé de se rappeler le beau visage effacé, il voyait en rêve passer des rangées de jeunes femmes qui ressemblaient à celle-ci. Maulne eut le temps d'apercevoir, sous une lourde chevelure blonde, un visage au trait un peu court, mais dessiné avec une finesse presque douloureuse. Et comme déjà elle était passée devant lui, il regarda sa toilette, qui était bien la plus simple et la plus sage des toilettes. Perplexe, il se demandait s'il allait les accompagner lorsque la jeune fille, se tournant imperceptiblement vers lui, dit à sa compagne « Le bateau ne va pas tarder maintenant, je pense. » Et Maulne les suivit. La vieille dame, cassée, tremblante, ne cessait de causer gaiement et de rire. La jeune fille répondait doucement. Et lorsqu'elles descendirent sur l'embarcadère, elle eut ce même regard innocent et grave qui semblait dire « Qui êtes-vous? Que faites-vous ici? Je ne vous connais pas, et pourtant, il me semble que je vous connais. » D'autres invités étaient maintenant épars entre les arbres, attendant. Et 3 bateaux de plaisance accostaient, prêts à recevoir les promeneurs. Un à un, sur les passages des dames, qui paraissaient être la châtelaine et sa fille, les jeunes gens saluaient profondément, et les demoiselles s'inclinaient.
Étrange matinée, étrange partie de plaisir. Il faisait froid malgré le soleil d'hiver et les femmes enroulaient autour de leur cou ces boas de plumes qui étaient alors à la mode. La vieille dame resta sur la rive et sans savoir comment, Maulne se trouva dans le même yacht que la jeune châtelaine. Il s'accouda sur le pont, tenant d'une main son chapeau battu par le grand vent, et il put regarder à l'aise la jeune fille qui s'était assise à l'abri. Elle aussi le regardait. Elle répondait à ses compagnes, souriait, puis posait doucement ses yeux bleus sur lui, en tenant sa lèvre un peu mordue. Un grand silence régnait sur les berges prochaines. Le bateau filait avec un bruit calme de machines et d'eau. On eût pu se croire au cœur de l'été. On allait aborder, semblait-il, dans le beau jardin de quelques maisons de campagne. La jeune fille s'y promènerait sous une ombrelle blanche. Jusqu'au soir, on entendrait les tourterelles gémir. Mais soudain, une rafale glacée venait rappeler décembre aux invités de cette étrange fête. On aborda devant un bois de sapins. Sur le débarcadère, les passagers durent attendre un instant, serrés les uns contre les autres, qu'un des bateliers eût ouvert le cadenas de la barrière, avec quel émoi Maulne se rappelait dans la suite cette minute où, sur le bord de l'étang, il avait eu très près du sien le visage désormais perdu de la jeune fille. Il avait regardé ce profil si pur de tous ses yeux, jusqu'à ce qu'ils fussent près de s'emplir de larmes, et il se rappelait avoir vu, comme un secret délicat qu'elle lui eût confié, un peu de poudre restée sur sa joue. À terre, tout s'arrangea comme dans un rêve. Tandis que les enfants couraient avec des cris de joie, que des groupes se formaient et s'éparpillaient à travers bois, Maulne s'avança dans une allée où, 10 pas devant lui, marchait la jeune fille. Il se trouva près d'elle sans avoir eu le temps de réfléchir. « Vous êtes belle ?» dit-il simplement. Mais elle hâta le pas et, sans répondre, prit une allée transversale. Le jeune homme se reprocha vivement ce qu'il appelait sa balourdise, sa grossièreté, sa sottise. Il errait au hasard, persuadé qu'il ne reverrait plus cette gracieuse créature, lorsqu'il l'aperçut soudain, venant à sa rencontre et forcé de passer près de lui dans l'étroit sentier. Elle écartait de ses 2 mains nues les pieds de son grand manteau. Elle avait des souliers noirs très découverts, ses chevilles étaient si fines qu'elles pliaient par instants et qu'on craignait de les voir se briser. Cette fois, le jeune homme salua en disant très bas « Voulez-vous me pardonner ?»« Je vous pardonne, » dit-elle gravement, « mais il faut que je rejoigne les enfants puisqu'ils sont les maîtres aujourd'hui. Adieu. » Augustin la supplia de rester un instant encore. Il lui parlait avec gaucherie, mais d'un ton si troublé, si plein de désarroi qu'elle marcha plus lentement et l'écouta. « Je ne sais même pas qui vous êtes, » dit-elle enfin. Elle prononçait chaque mot d'un ton uniforme en appuyant de la même façon sur chacun, mais en disant plus doucement le dernier. Ensuite, elle reprenait son visage immobile, sa bouche un peu mordue, et ses yeux bleus regardaient fixement au loin. « Je ne sais pas non plus votre nom, » répondit Maulne. Il suivait maintenant un chemin découvert et l'on voyait à quelque distance les invités se presser autour d'une maison isolée dans la pleine campagne. « Voici la maison de Franz, » dit la jeune fille. « Il faut que je vous quitte. » Elle hésita, le regarda un instant en souriant et dit « Mon nom ? Je suis mademoiselle Yvonne de Galais. » Je suis mademoiselle Yvonne de Galais. Et elle s'échappa. La maison de Franz était alors inhabitée, mais Maulne la trouva envahie jusqu'au grenier par la foule des invités. Il n'eut guère le loisir d'ailleurs d'examiner le lieu où il se trouvait. On déjeuna en hâte d'un repas froid emporté dans les bateaux, ce qui était fort peu de saison, mais les enfants en avaient décidé ainsi sans doute. Et l'on repartit. Maulne s'approcha de mademoiselle de Galais dès qu'il la vit sortir, et répondant à ce qu'elle avait dit tout à l'heure, « Le nom que je vous donnais était plus beau, » dit-il. « Comment ? Quel était ce nom ?» fit-elle toujours avec la même gravité. «
Mais il eut peur d'avoir dit une sottise et ne répondit rien. « Mon nom à moi est Augustin Maulne, continua-t-il, et je suis étudiant. »« Oh, vous étudiez, dit-elle. Et ils parlèrent un instant encore. Ils parlèrent, lentement, avec bonheur, avec amitié. Puis l'attitude de la jeune fille changea. Moins hautaine et moins grave maintenant, elle parut aussi plus inquiète. On eût dit qu'elle redoutait ce que Maulne allait dire et s'en effarouchait à l'avance. Elle était auprès de lui toute frémissante comme une hirondelle un instant posée à terre et qui déjà tremble du désir de reprendre son vol. « À quoi bon, répondait-elle doucement au projet que faisait Maulne. Mais lorsqu'enfin il osa lui demander la permission de revenir un jour vers ce beau domaine, « Je vous attendrai, répondit-elle simplement. Je vous attendrai. » Ils arrivaient en vue de l'embarcadère. Elle s'arrêta soudain et dit pensivement « Nous sommes deux enfants. Nous avons fait une folie. Il ne faut pas que nous montions cette fois dans le même bateau. Adieu. Ne me suivez pas. » Adieu. Ne me suivez pas. Maulne resta un instant interdit, la regardant partir. Puis il se reprit à marcher, et alors la jeune fille, dans le lointain, au moment de se perdre à nouveau dans la foule des invités, s'arrêta et, se tournant vers lui, pour la première fois, le regarda longuement. Était-ce pour lui défendre de l'accompagner? Ou peut-être avait-elle quelque chose encore à lui dire? Je vous attendrai.